Chers web spectateurs et web spectatrices, bienvenue sur Freedom UFO. Nous avons un invité d'honneur aujourd'hui. C'est le retour de mon ami Michel Rousseau qui va nous présenter son nouveau film en avant-première, ou plutôt juste avant la sortie de son film. Et ce premier jour de neige en Normandie, d'ailleurs, c'est à noter sur le calendrier. Ça tombe bien puisqu'on va explorer dans son film, avec son film, des endroits très enneigés, très loin, au bord de ce monde cataclysmique, un monde blanc. En tout cas, très loin d'ici. Bienvenue, Michel, et félicitations déjà pour ton film que j'ai vu en avant-première. Bah, merci beaucoup, et puis merci de m'avoir invité, c'est super sympa. Ouais, tu l'as vu en avant-première, tu es un des tout premiers à l'avoir vu. Ouais. Ouais, et ça s'appelle Terra Incognita 1901. Alors, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ce nom et pourquoi l'année, et d'ailleurs, voilà. Ah, eh bien, Terra Incognita, en fait, là, si je dois résumer un petit peu où j'en étais, en fait, juste après Vortex, l'aube de la souveraineté, je venais de terminer le film, et puis, en fait, le souci que j'avais, c'est que Vortex était catégorisé comme un film de science-fiction. Et je voulais pas, enfin, vu qu'à l'origine c'était un film symbolique, je voulais pas qu'il soit classé comme un film de science-fiction. Je me suis dit, il faut que je refasse un film, mais là, par contre, je vais faire l'inverse, je vais faire un film d'aventure qui va se passer donc à la fin du 19e siècle et qui va me permettre en fait à travers un film d'aventure, de mettre plein de petits clins d'œil ésotériques et spirituels. Donc, Terra Incognita 1901. 1901, bah, j'ai choisi le chiffre 1901 par la numérologie, en fait, parce que voilà, ça donne le chiffre 1 et voilà, c'est plutôt pas mal pour la sortie du film. Et puis, voilà, Terra Incognita, tout simplement parce que je trouvais que le nom sonnait bien dans toutes les langues. Ça, c'est ça qui est super par rapport à Vortex, l'aube de la souveraineté qui doit être traduit. Terra Incognita, tu peux le mettre. Parce que voilà, c'est valable dans toutes les langues. Et puis, Terra Incognita, ça évoque le voyage et puis le mystère, parce que ce sont les terres inconnues. Et je voulais justement utiliser le thème du voyage et de l'exploration pour faire passer des messages, et puis revenir un petit peu en arrière du point de vue historique pour expliquer voilà, tout ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, qui est une période très prolifique, hein, les années 1890 jusqu'à 1905, on va dire. C'est énorme tout ce qui s'est passé au point de vue, voilà, tu as les poètes maudits avec Verlaine, etc. Tu as tout en point de vue invention, ils ont quand même fait la Tour Eiffel, tu vois, il y a énormément de choses. C'est l'époque de Jules Verne c'est lui qui a créé quelque part le mouvement, qui a lancé le mouvement steampunk, on va dire. Et le Mm. mouvement steampunk, c'est parfait pour l'imaginaire parce que le steampunk, en fait, c'est imaginer que la vapeur aurait pris le dessus sur l'électricité. Mm. Chez nous, on utilise l'électricité, c'est notre moyen d'énergie courant. Alors que là, le steampunk, c'est utiliser la vapeur comme si en fait le monde avait dévié, si tu veux, qu'on n'aurait pas utilisé l'électricité de la même manière, que l'électricité serait devenue secondaire et que la vapeur serait devenue le principal outil de. Donc voilà, Mm. c'est tout ce monde-là qui m'intéressait, quoi. Et les expositions universelles aussi, très important, parce Voilà, que tout à fait, exposition universelle. Ouais. qui nous a montré des structures et infrastructures construites en un rien de temps, qu'ils ont défaites après partout, mais aussi des technologies comme des trottoirs électriques qui bougeaient, etc., des trottinettes qui marchaient, Oui, l'électromagnétisme. Mm. ouais, oui, tout à fait. J'avais vu aussi, je crois que oui, c'était aussi pour l'exposition universelle qu'il y avait comment ça s'appelle, des tapis roulants Mm. gigantesques qui emmenaient Mm. les personnes et se mettaient debout dessus. Et puis, des centaines de mètres, en fait, tu avais des tapis roulants qui les faisaient visiter les villes, quoi. Mm. Donc, Mm. ouais, c'est des inventions incroyables, quoi. Alors, on va peut-être mettre la bande-annonce, Oui. à moins.
Et puis après, on parlera du sujet. Bon, le synopsis, vous le connaissez, vous pourrez le lire sur le site du film qui sera sur Vimeo, donc à partir du vendredi 22 novembre, disponible pour tous. Le synopsis, rejeté par ses pairs, le professeur Herbert, visionnaire et intrépide, se lance dans une expédition audacieuse vers les confins inexplorés de l'Antarctique. Au cœur des glaces, des traces énigmatiques d'une civilisation oubliée émergent, plongeant l'équipage dans la stupéfaction et l'inquiétude. Tandis que le naufrage de leur navire exacerbe les tensions, cette quête se transforme peu à peu en un voyage introspectif, menant chaque membre de l'expédition à une profonde réconciliation avec lui-même. Voilà, ces thèmes sont énormes, on va un peu les aborder après. Alors je vais donc partager la bande-annonce. Demandez, demandez! Le reporter parisien! C'est un véritable dragon bleu, chère madame. Je vous en offre le double. La seule façon de vous en procurer un serait de vous rendre en terra incognita. Vous êtes allé le chercher là-bas? Il faut trouver quelqu'un qui puisse canaliser et exploiter cette énergie. Il ne te trahira pas. Je suis ici pour voir les coulisses de la pièce de théâtre. Pas pour admirer le jeu des acteurs. Stoppez les moteurs! Ils vont nous pulvériser. Ce soir, mesdames, messieurs, c'est le grand spectacle. Sale traître! Qui est là? Donc, tu as fait tout ce travail absolument tout seul, presque, sauf quelques voix off. Tu t'es fait aider Oui. un peu de ta famille pour les voix off, mais sinon, tu as fait tout ce travail qui t'a pris plus de 2 ans, hein, c'est ça? Presque 3 en fait. Presque 3, d'accord. 2 ans et 11 mois. Donc ouais, j'étais presque à 3 ans. Et puis j'ai voulu vraiment achever le film parce qu'au bout d'un moment, t'en peux plus. Et voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu les choses vers la fin Alors, parce que pour chaque projet, en fait, vers la fin, t'en peux plus. Et voilà. Alors, j'ai pas bâclé non plus, hein. non, non, je Pas confirme, pas bâclé, mais il est bien achevé et bien accompli, ce film. Et comment t'es arrivé avec cet historique du scénario et le fil conducteur du film? Comment t'es arrivé à aborder ce sujet? Bon, à quel rythme? Tu m'as dit quand tu pouvais mettre du temps de côté, et si tu te lassais, tu laissais tomber un peu la mise en scène, la réalisation, mais les montages, les voix off. Tu as composé la musique également, hein, il me semble, hein. oui, oui, toute la musique. Ouais. Bah, en fait, l'emploi du temps, c'est. Voilà, je suis comédien voix off, donc réalisateur, c'est pas du tout mon métier à l'origine. Et Mm. dès que j'ai pas de travail, en fait, ben, voilà, je me mets à travailler sur le film. Donc, voilà, quelquefois, surtout en ce moment, il n'y a pas du tout de travail dans le domaine. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'intelligence artificielle ou autre, mais Mm. voilà, donc j'essaye de. Dès que j'ai un moment, bah, c'est non seulement pour pas m'ennuyer, et puis aussi, voilà, par passion. Parce que c'est une véritable passion, en fait, la réalisation. Et puis, dès que j'ai terminé Vortex, en fait, quelques mois après, je pouvais pas rester sans rien faire, quoi. Il fallait que j'en fasse un autre, quoi. Donc, Mais surtout voilà. que t'as reçu pas mal de récompenses, 72 awards et 6 Voilà. sélections. Ouais, 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 c'est quand c'est même ça. énorme, hein, un film d'animation Ouais, où bah, je me suis dedans tu arrêté. figurais, hein, quand même aussi. Ouais, mais je me suis arrêté pour les awards, en fait, pour Vortex. Parce que l'intérêt, en fait, d'obtenir des awards, c'est qu'à chaque fois que tu obtiens des awards, en fait, tu fais des ventes du Mm. film. Donc, c'est pas uniquement pour, c'est pas pour voilà, le prestige. C'est uniquement, ça fait de la pub pour le film. Mm. Et puis, voilà, quand tu arrives à 72 awards, tu dis, bon, bah, après, ça sert plus à grand-chose. Tu vois que le film est au bout de toute façon, un film au bout de 2 3 ans, il commence déjà à s'étouffer, comme sur n'importe quel film. Voilà, t'as plus de. Donc voilà, fallait que j'en fasse un autre, quoi.
Mais 2-3 ans, c'est déjà pas mal, hein, parce que quand tu parles de une vidéo sur Facebook, sur YouTube par exemple, ou Odyssée, parce que maintenant YouTube censure tout ce qui les dérange, donc c'est-à-dire les 99% de ce que je produis moi, par exemple, une vidéo Odyssée, bah ça marche une semaine, voire 2 semaines, et après les gens passent. C'est des consommateurs de vidéos en fait, tu vois, Ouais, c'est mais en fait, le film dure parce que les gens savent que c'est un film, en fait, c'est pas un film comme les autres. C'est pas un film de divertissement. C'est un film où il y a plein de clins d'œil, il y a plein de messages cachés, etc. Donc, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Et là, c'est pareil pour ce nouveau film. C'est vrai que j'ai voulu faire un film d'aventure. Je me suis dit, il faut que la personne ne s'ennuie pas une seule seconde dans ce film. Donc, ça dure pas loin d'1h20, 1h18. Et je veux mettre des tas de choses pour que les personnes aient envie de le voir une deuxième fois aussi, quoi. Donc c'est beaucoup plus fluide, si tu veux, que Vortex, parce que Vortex, c'était vraiment un film symbolique. Donc il faut vraiment avoir certaines connaissances pour l'aborder. Et Terra Incognita, bah, c'est vraiment un film tout public. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas vraiment d'affection pour l'aspect spiritualité ou qui n'ont pas les connaissances qui sont fournis à l'intérieur du film peuvent très bien le regarder pour du simple divertissement, tu vois. Donc j'ai essayé voilà, de concilier les deux, et c'est pas facile parce qu'il faut sans arrêt se remettre en question et avoir un œil extérieur sur ce que tu fais. Et ça, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que quelquefois, tu fais des scènes, tu te dis, waouh, ça rend génial et tout, et après, tu regardes avec le recul quelques jours après, et tu te dis, non, finalement, cette scène-là, je vais pas la faire, je la vire, ça me plaît pas, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Et moi, je travaille pas, si tu veux. Moi, je travaille à partir d'un synopsis. Donc, j'avais le synopsis dès le début. Je dis, bah, je vais développer comme ça, je me lance, quoi. J'ai pas de storyboard avec des vignettes comme font la plupart des réalisateurs. Je vais faire ça, 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 ça. Non, c'est chaque jour, je dis, tiens, j'ai envie de faire une scène, ça. Et qu'est-ce que moi, en tant que spectateur, j'aimerais voir à la scène d'après? Donc, c'est sans arrêt des réajustements, si tu veux. Je déteste, j'aimerais pas faire un film où j'ai tout le storyboard, que tout est calé, et voilà, il reste plus qu'à exporter et c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Pourtant, c'est ce que fait la plupart des réalisateurs. Ils peuvent pas se permettre parce qu'il y a des budgets derrière. T'es obligé. Quand les films sont contrôlés par des producteurs, tu es obligé de te tenir au scénario que tu as fait, quoi. Alors que là, j'ai simplement un synopsis et je me dis, mais c'est moi qui, si j'ai envie de changer une scène, et ben, je la change au tout dernier moment, quoi. Donc, c'est ça comme qui je te crée des dis, surprises tout le long du film, en fait. oui, Parce que ça vient de toi et pas d'un script, comment dire, autoprogrammé par la bien-pensance oui, voilà, c'est de ça. pseudo-science-fiction qui n'en est pas, en fait. Pour le normiste, ça va être de la science-fiction. Mais pour les gens comme nous qui s'intéressons à tous ces thèmes, non, ça va parler réellement tous les thèmes. D'ailleurs, on va faire un petit récapitulatif, Oui, sans spoiler le film, de tous les thèmes oui, que tu as des abordés à travers. slides, ouais. Ouais, et puis après, on pourra en aborder quelques-uns. Mais alors, déjà, les personnages. Le professeur Herbert, donc, son promoteur, c'est pas le duc de Guise, c'est Monsieur de Guise. Monsieur de Guise, ouais. Monsieur de Guise. Tu t'es inspiré du duc de Guise ou pas? Non, 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 je pour le trouvais que nom. ça sonnait Ouais, bien, tout simplement. Non, non, ouais, j'ai pas été inspiré du tout ouais, par le ouais. duc. Et il y a Gustave, Arthur, Léa, Rose, le clown aussi dedans, et puis l'Atlante, géant, le dragon, etc. J'en ai Ouais. peut-être oublié quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages là-dedans. Alors, tu as abordé les thèmes suivants. Alors, Agartha, Shambhala, l'Atlantide et les Atlantes, les géants et le gigantisme, le mur de glace de l'Antarctique, une île en lévitation, si ça c'est intéressant, la carte mystérieuse et l'exploration de terres inconnues, de mondes secrets, la terre creuse, la maîtrise de l'eau magnétisée, et la mémoire de l'eau, donc. Hein, voilà, on va voir un extrait où un personnage prend un livre, les livres, explore les livres de la bibliothèque du professeur Herbert. Intéressant. Tu sais, l'extrait que tu m'as envoyé. Oui. La photographie de Laura, et d'ailleurs, tiens, je vais en profiter, j'ai mes lunettes pour voir les auras, tu vois. Mais, Ah oui, tu mais m'avais je vais dit, ouais, pas, ouais. je vais pas pouvoir lire mon écran par contre si je passe à la suite ou te voir. D'ailleurs, je te vois tout noir. D'ailleurs, je vois pas ton aura, c'est Ah mince. bleuté, bleuté malheureusement. Mais bon, c'est intéressant parce qu'on peut voir quelque chose avec ces lunettes si on met par exemple sa main sur une feuille blanche et on regarde les contours bon, énergétiques de la main. Je sais pas si c'est l'aura, mais en tout cas c'est l'empreinte éthérique de la main.
tu vois. Oui, Donc, la photographie de Laura dedans, le dream hacking, donc via les ondes, ça c'est intéressant aussi. Donc le hacking, la prise de contrôle des rêves par les ondes électromagnétiques, c'est très d'actualité ça en ce moment, et des pensées également, tu vois. Les projections de pensées via les ondes, on est en plein dedans là actuellement, tu vois. Les oui. galeries souterraines et le soleil central intérieur, la lune habitée et donc visitée, les dragons, les pieuvres géantes, un sous-marin, un bateau volant et dirigeable, les créatures fantastiques, ça me rappelle les films des animaux fantastiques aussi, tu vois, les crânes de cristal, les ovnis, les UFO, évidemment, la guérison du cancer, et ça tu commences avec ça d'ailleurs dans le film, Oui. et l'oscillateur de Lakowski, puissance 10 000, hein, dans ton film, les fréquences, la régénération des cellules par les ondes scalaires, ça c'est très intéressant également, et par l'électrisation et la recharge électromagnétique du corps. La téléportation est également abordée, tu vois, les énergies libres, le style steampunk dont tu as parlé tout à l'heure, les 4 éléments, la quête intérieure, le parcours initiatique, il y a des combats dedans, il y a des duels dans une arène, il y a et aussi le rôle de nos avatars humains en fait et les comportements devant les peurs de chacun. Et également une surprise, la géo-ingénierie. Donc il y a quand même énormément de thèmes qui sont abordés dans ton film d'1h18 où on ne s'ennuie pas une seule seconde, hein, je le précise. Voilà, c'est une palette, en fait, j'allais dire, de couleurs. Après, c'est pas approfondi sur tous ces thèmes, mais Mm. en fait, le fait de tous les uns aux autres, eh ben, ça constitue, en fait, j'allais dire, un tableau. Ça qui est bien, c'est que c'est un film d'aventure Mm. qui est avec plein d'imaginaire, mais dans cet imaginaire, eh bien, il y a plein de références à notre réel, quoi. Mm. Ouais. Et c'est pour ça, on va peut-être mettre un extrait justement de la découverte des livres dans la bibliothèque du professeur Herbert, où on cite, où l'héroïne, enfin une des héroïnes, des personnages de ce film d'animation cite des thèmes. Alors attends, je vais le mettre, après on pourra peut-être en discuter. Qu'est-ce qui t'a donné d'ailleurs envie de citer ces thèmes? Bah, en fait, Euh, dès le départ, ouais, est-ce que tu veux qu'on lance l'extrait et puis après ouais, j'en parle? Ouais. on va peut-être lancer l'extrait d'abord. Guide de l'hypnose. Sortie hors du corps. La mémoire de l'eau. L'Agartha, Shambhala, un monde souterrain. Une croyance que l'on retrouve au Tibet, en Mongolie, en Chine, en Inde, en Afghanistan, mais aussi en Amérique et en Russie. Les ouvertures polaires s'ouvrent et se referment comme une respiration propre à chaque planète. Des rayons de lumière jaillissent de l'extrémité polaire de Mars, mais aussi de Mercure. Seuls des rayons provenant d'un soleil central peuvent causer une telle luminosité. Lorsque l'on arrive à 70-75 degrés de latitude nord au sud, la Terre commence à s'incurver vers l'intérieur. « 1898-1899. L'expédition, le Belgica, a permis de découvrir des centaines d'animaux et plantes inconnus. Mais ce fut aussi un véritable cauchemar. Le navire fut paralysé dans les glaces pendant de nombreux mois. L'état de santé de l'équipage s'est rapidement dégradé. Cook tente de garder en vie son équipage, qui souffre de dangereux troubles mentaux. On raconte que certains auraient perdu la raison. Voilà, super. On parlait justement en off avant l'émission de l'expédition du Belgica avec Cook. Oui. Tu peux peut-être me préciser ce que tu me disais hein, tout à l'heure par rapport Oui, à. alors en fait, là, les personnages, sans spoiler, hein, les personnages se retrouvent, sont entre guillemets invités par le professeur Herbert chez lui, et ils se retrouvent chacun dans leur chambre et ils
le soir, en fait, il y a un orage, et puis chacun se met dans sa chambre en train d'observer les livres, et puis on s'aperçoit que ce professeur Herbert est plutôt mystérieux parce qu'il a plein de connaissances sur beaucoup de domaines, donc ceux qu'on a vus, qui ont été cités dans l'extrait. Et puis, voilà, pendant la soirée, ce professeur Herbert qui veut découvrir l'Antarctique, il se replonge aussi dans ses livres. Il relit, avant de partir en expédition, il relit l'expédition L'Histoire du Belgica. Donc, c'est un navire qui est parti en 1898-1899, enfin, je crois même en 97, de 97 à 99, et qui voulait explorer. Donc toute cette période-là, elle est fantastique parce qu'on connaît absolument rien sur l'Antarctique. Et donc le Belgica, donc comme son nom l'indique, qui vient de Belgique, va traverser les mers et les océans pour se rendre en Antarctique. Et puis ils vont commencer à découvrir des nouvelles espèces végétales et aussi animales, une centaine de nouvelles espèces. Et malheureusement, ce bateau va se retrouver pris dans la glace. Il va pas pouvoir avancer. Et c'est une histoire terrible parce que le navire est pris dans la glace. Et bon, on n'a pas du tout les mêmes moyens technologiques que maintenant. C'est-à-dire que quand le bateau il est pris, il est pris, hein. Enfin, même maintenant, si un bateau a été pris, je pense que ça serait plutôt la galère pour venir les secourir. Oui, Et justement, c'est pour ça que le brise-glace russe que les gens louent pour faire du tourisme oui, au pôle Nord ne circule que les 2 semaines d'été, si c'est bien fondu. Bonjour le réchauffement climatique, parce que là c'est toujours 2 semaines, c'est pas plus, hein, c'est pas toute l'année, hein, les amis. donc, euh, donc voilà, parce que sinon il est pris dans les glaces, il peut pas accéder au pôle. ouais, tout à fait. Et du coup, ils se retrouvent pris dans la glace et ils sont bloqués. Et pendant des mois, alors ils restent bloqués pendant 11 mois quand même dans la glace, ils ne peuvent pas sortir, hein, tellement c'est gelé. Et comme ils peuvent pas sortir, et déjà, il n'y a pas de luminosité parce que une grande partie de l'année, en fait, il fait nuit. Et ça crée des tensions aussi dans l'équipage. Et il y a un parallèle aussi avec cette histoire donc de Terra Incognita 1901, parce que comme vous allez le découvrir, je ne spoile pas, mais les personnages vont être à l'intérieur du bateau, il va y avoir des petites tensions et puis des rêves, avec les craintes de chacun, en fait, de chaque personnage. Donc ça va nous permettre de comprendre, de nous intéresser à chaque personnage, en fait, et de comprendre qui ils sont. Mm. Et on comprendra mieux la fin, en fait, de Terra Incognita. Pourquoi ces personnages, pourquoi le professeur Herbert a choisi ces 4 personnes, en fait, et pas d'autres. Et t'as pas Voilà. choisi les thèmes des livres que le personnage prend dans la bibliothèque par hasard. L'hypnose, la mémoire de l'eau, etc. Oui, je voulais vraiment faire le rapprochement. Je voulais que, en fait, en fait, le professeur Herbert, De Guise le laisse tomber parce que De Guise a l'habitude de le financer, en fait, sur toutes ses expéditions. Mais là, sur l'Antarctique, il n'a pas envie de le financer parce il va rien se passer. Il se passe absolument rien en Antarctique. C'est que de la glace. Donc, il est hors de question que je jette mon argent là-dedans. Et finalement, le professeur Herbert, qui lui est un érudit, a envie, avec tout ce qu'il connaît, avec tous ces thèmes de l'eau, etc., parce que lui, il travaille aussi sur l'eau, sur l'eau magnétisée, etc. Et donc, je ne révèle pas tout quand même, mais on va dire qu'il travaille là-dessus. Et en fait, il est persuadé qu'il y a quelque chose en Antarctique parce qu'il a lu des récits d'autres navigateurs, il a lu aussi des légendes, et puis il a envie de voir par lui-même, quoi. Et il veut y aller coûte que coûte, quoi. Oui, ça c'est énorme le coup de. Bon, je vais pas tout dire non plus. La manipulation de l'eau, des ondes électromagnétiques, etc. C'est quelque chose d'assez énorme. Et puis aussi, ce qu'il y a d'étonnant, c'est le gigantisme qui est découvert aussi à la fin. Et en fait, comment dire, on pourra montrer l'extrait, mais sans montrer l'objet qui est en face du bateau volant, de la projection d'un objet volant, donc devant le bateau, mais par une machine en fait qui émet des projections visuelles en fait sur l'écran blanc Oui, tout à fait. de la vision des Ouais. personnages. Ouais. Et en fait, oui, il y a un passage avec l'apparition d'un ovni, mais je voulais pas faire une apparition ovni classique avec un soupçon Mm, d'extraterrestre, quoi. mm, Et je voulais aborder le thème des objets volants d'une autre manière, donc les gens le verront.
Mais voilà, avec toutes les recherches depuis l'âge de 14 ans où je m'intéresse au phénomène OVNI, plus j'avance et le phénomène extraterrestre est un peu écarté. Moi, je pense plutôt que c'est intraterrestre, quoi, j'allais dire. Et puis qu'il y a énormément de manipulations holographiques, quoi. Mais je Alors, pense que ils ont toujours été sur Terre et voilà. Et justement, il y a tellement de témoignages aussi de personnes qui ont vu des ovnis qui rentraient sous l'eau, qui sortaient des montagnes, voilà, avec des volcans aussi. Oui, tout à fait, ouais. Bah, il faut savoir qu'en Antarctique, il y a plus de 200 volcans, donc voilà. Donc, Et c'est la zone la plus militarisée du monde, hein, quand même. oui. Et puis, C'est pas pour rien. j'ai demandé à ChatGPT voir si on avait réussi à cartographier l'Antarctique. Il me répond oui, oui, tout à fait. On a réussi à cartographier l'Antarctique. On sait absolument tout grâce au radar, grâce aux sondes, etc. On sait tout. Et je lui dis, mais qu'en est-il des galeries souterraines? Il fait, ah là, par contre, non, on sait rien, quoi. On sait rien du tout. Donc, Le, voilà, oui. C'est ça qui m'intéresse. Le C'est ça le plus Schwabenland intéressant. ne doit pas être dévoilé, hein. Ouais, et puis t'as des fans aussi de Mike Horn qui disent ouais, mais lui il est allé en Antarctique, il a rien vu du tout. Bah oui, bah, Mike Horn, il a. Et puis en plus, il y a plein de gens qui disent ouais, mais on peut très bien aller en Antarctique. Regarde Mike Horn, il peut y aller sans autorisation. Je fais déjà, on lui a donné une autorisation et on lui a donné un chemin à parcourir. C'est pas lui qui a. On lui a dit tu passes par là jusqu'à là, quoi. Et c'est pareil pour une exploratrice française qui a exploré l'Antarctique au début des années 2000, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a confié que c'était exactement la même chose. Elle avait le droit d'explorer l'Antarctique, mais on lui a donné un tracé pour lui dire, bah, tu vas de là à là. Et si elle voulait aller ailleurs, elle pouvait pas, quoi. Et il y a même un documentaire que j'ai vu qui était passé sur Canal+, où à un moment, elle voulait dévier son trajet parce qu'elle soupçonnait justement qu'il y avait des trucs intéressants à voir. Et on lui a dit, non, tu suis soi-disant, parce que, oui, voilà, c'est dangereux si tu t'écartes du chemin. Voilà. Donc, Oui, non, mais c'est c'est ça. tout ça qui est intéressant, quoi. Et c'est ça, et aussi, bon, le fait que ce soit militarisé, le fait bon, on reparle plus de la base nazie en Antarctique, mais c'est quand même un fait, puisque tous les U-boats sont barrés vers là-bas. Et puis, il y a eu la fameuse soi-disant bataille, qui pour moi était plutôt autre chose, High Jump, l'opération High Jump, Oui, avec oui. l'amiral Byrd. Et on voit ce que sont devenus les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Le quatrième Reich, le QG est bien le QG militaire du NOM qui est bien à Washington. Et donc c'est pas devenu ça pour rien avec l'opération Paperclip à la fin de la guerre avec tous les cerveaux et savants nazis, von Braun. L'Europe c'est pareil, hein, l'Union européenne et l'OTAN, enfin tout ça créé avec des anciens dignitaires nazis. Ils se sont pas échappés par là-bas et ne se sont pas dispersés dans le monde pour rien du tout. Voilà, nazisme et le sionisme s'entendent très très bien et vont de pair. D'ailleurs, ils ont les mêmes tactiques, les mêmes stratégies, hein, avec leurs ennemis. Faire le vide ethnique où ils veulent, quand ils veulent. Donc c'est ça. Et aussi, évidemment, la propagande médiatique et l'emprise sur la technologie et les sciences. Et ça, c'est énorme. Entre les médias, si tu tiens la médecine, les sciences, Big Pharma, l'empoisonnement généralisé, etc. Et leurs copains tiennent la finance, les sionistes. Donc voilà, tout est parfait. Depuis l'Antarctique, on gouverne le monde. Ah Et oui. on a aussi les fameuses célébrités qui vont tous les ans jeter un coup d'œil en Antarctique. On se demande bien pourquoi, mais ce sont vraiment des faits, hein. Entre les Rothschild, Bill Gates, Obama. Obama, l'ancienne, l'ex-reine d'Angleterre, etc. Enfin, ils vont aller voir là-bas. Pourquoi faire? Ils font pas une croisière sur le Ponant, hein, Ah oui, qui bien fait le sûr. tour de l'Antarctique, là où on peut leur montrer des pingouins et des ours sur la glace. Mais non, non, c'est vraiment des zones délimitées, comme tu dis, et pas délimitées pour rien, vraiment verrouillées. En fait, c'est un verrouillage fait sciemment par ce complexe militaro-industriel qui a l'emprise sur tout ce qui est antarctique, en fait. Et Et on voit bien. tu as peut-être entendu parler de. Je sais pas si tu as vu le documentaire avec. Comment elle s'appelle? Alors, je ne sais plus son prénom, mais son nom, c'est Moulton Crowe. Tu sais,
Oui, Linda Moulton Howe. Voilà, Ouais, Linda. ouais, Elle a fait un documentaire où elle a interviewé un gars qui était chargé d'aller en Antarctique pour une mhm. expédition scientifique. Et il y a eu un gros souci là-bas, apparemment, parce que le mec devait secourir en fait une expédition. Je crois que c'était 8 membres qui avaient totalement disparu. Et ils n'ont jamais retrouvé les corps ni rien. Et le mec, en allant sur le lieu, il a découvert carrément un ovni qui est sorti de la glace, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. lors de l'interview, c'est une interview super intéressante aussi, alors que le mec, il n'est pas du tout branché là-dessus, quoi. Il n'est pas trop branché OVNI, mais il était sur Mm. le cul d'avoir vu ça, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Bah, on est survolé, mais on est habité. Et aussi, on collabore hein, avec ces technologies récupérées. D'ailleurs, la rétro-ingénierie est abordée aussi dans ton film, à un moment donné. Tu Oui, sais, bah oui, oui, oui. bah d'ailleurs, c'est pas dans l'extrait en question que tu m'as envoyé, qu'on va peut-être mettre, tu sais, quand il regarde la Non, c'est pas. machine à projeter, Ouais. euh, tu sais, dans la cale du navire. Ouais, bah là, justement, il parle de l'apparition de l'OVNI, et en fait, Gustave est en train de se demander, vu que la manière dont s'est manifesté cet OVNI, il se demande voilà ce que c'est. Et ça semble pas du tout naturel. Donc la manière dont est apparu cet OVNI, il essaie de faire des déductions sur ce que c'est. Mm. Donc, de la collaboration technologique, alors on va voir l'extrait, hein, après on en reparle. Vous n'aviez pas du tout l'air inquiet à la vue de ce vaisseau. Alors, de quoi s'agit-il? Je n'ai aucune justification à vous fournir, cher Gustave. Alors je vous invite à retourner à votre poste. Soit il s'agit d'une technologie humaine que l'on nous cache, soit ce vaisseau appartient à une autre civilisation. Soit il s'agit d'une projection d'image d'un vaisseau qui n'existe pas. Félicitations, vous êtes en train de vous éveiller, cher Gustave. Qui? Où? Comment? Quoi? La question qui vous fera vraiment avancer, c'est pourquoi. Gustave, excuse-moi. Hein? Tu peux venir une seconde? Oui, Léa, j'arrive tout de suite. Voilà, technologie avancée, c'est ça que je voulais. C'est là-dessus que je voulais revenir. Technologie avancée, mais qui vient d'où? Avec quel échange technologique, tu vois, avec une collaboration avec qui? Oui, et puis le professeur Herbert qui met l'accent sur le pourquoi, parce que c'est vrai qu'on en est encore en 2024 à se demander, enfin, il y a des tas de personnes qui se demandent est-ce que ce phénomène existe, mais voilà, il faut passer outre, aller au-delà de ça, et bon, ça existe maintenant, faut une bonne fois pour toutes, et puis la question qui nous intéresse, c'est pourquoi? Pourquoi viennent-ils, quoi? C'est ça qui est intéressant, parce que le reste, on s'en fout. Le reste n'est Bah, pas. pourquoi sont-ils là? Comment se déplacent-ils entre les dimensions? Bah, tu l'as abordé dans Vortex, ça Pourquoi ils se aussi. manifestent? Mm. On Il y a l'a vraiment- dans les portes interdimensionnelles. On a de la téléportation dans ton film également. Donc, ça aussi, on peut considérer que Oui, c'est acquis, c'est une technologie acquise, mais qui est toujours considérée comme de la science-fiction parce qu'elle n'est pas accessible au grand public. oui. Ben, en plus, c'était un clin d'œil aussi à Vortex qui permet de sauter de dimension. Donc, il y a un moment, effectivement, il y a un passage dans une autre. En fait, c'est pas dans une autre dimension, c'est un phénomène de téléportation. Et oui, sachant que voilà, la téléportation fait. Non seulement, bah, il y a des témoignages avec ce qui s'était passé avec, je sais plus comment il s'appelle, dans Euh, les années 60, là. oui, le gars qui s'est présenté à la présidence américaine après. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, J'arrive pas ouais, à retrouver son nom, ouais. qui avait bien témoigné là-dessus. Et Mm. puis, bah, même quand je regarde des articles scientifiques, moi je me souviens dans les années 90, déjà, je me souviens que j'avais lu un article du Monde où ils avaient dit on a réussi à téléporter un rayon lumineux des États-Unis jusqu'au Japon, quoi. Donc, voilà, c'était dans les années 90, quoi. Il y a plus de 30 ans, quoi. Donc, il y a quand même, ça date quand Ouais, même, quoi. Tu vois, ouais, si on se base exactement. simplement sur les faits, sans extrapoler, on sait déjà que ça existe, quoi. Donc, Mm, mm, mm. Et oui, alors à Lagartha, on peut revenir là-dessus. Alors effectivement, on en parlait en off avant l'émission, mais Lagartha a bien été cité dans pas mal de cultures différentes. Et les oui, informations que des Occidentaux ont ramenées, que ce soit du Tibet ou d'ailleurs,
d'Asie et d'autres endroits. Il y a plusieurs ouvertures. D'ailleurs, on en avait parlé dans notre premier, non, dans le second documentaire, je crois, Oui. 1947, où on a eu Brooks Agnew, qui voulait monter une expédition sur justement un brise-glace, ce fameux brise-glace russe, pour accéder à une entrée vers la Terre creuse au pôle Nord. Au pôle Nord, ouais, tout Ouais. à fait. Mais il y a plusieurs entrées, effectivement. Moi, j'ai vu des documentaires il y a des documents où on parle au large du Libéria, au Tibet, au pôle Nord, en Antarctique. Enfin, il y a plusieurs entrées vers la Terre creuse, un peu partout. Mais effectivement, les galeries souterraines posaient un problème, nous avait raconté Brooks Agnew, parce que rester des jours, voire des semaines dans des galeries souterraines, déjà tu manques d'oxygène, tu manques de lumière, de bouffe, et puis ça devient dément. C'est un peu comme rester dans le noir dans l'expédition Cook pendant des mois, quoi. En fait, c'est un peu comme la Scandinavie. La Scandinavie est le nord de nos continents l'hiver, où tu as des nuits de plusieurs journées, quoi, où les gens Oui. Alors, dépriment par contre, un max. en Turquie, bah, justement, je le cite dans le film, il y a des galeries souterraines à Derinkuyu, là, où, voilà, je ne sais plus combien d'étages, les galeries souterraines, elles sont à 85 mètres sous terre, et ça pouvait accueillir 3000 personnes. Par contre, c'est énorme, hein. Ça fait des kilomètres de galeries. Et ils avaient fait des puits de ventilation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment, hein. Donc ça existe, on peut se documenter là-dessus, sur ceux que ça intéresse. Mais des civilisations qui ont vécu sous terre, ben, ça existe. Et qui ont réussi à faire des puits de ventilation. Donc c'est très intéressant. Et le fait, en fait, que l'Antarctique, il y ait des volcans, eh bien, on sait qu'il y a des galeries souterraines qui ont des températures qui avoisinent les 15-20 degrés. Donc ça serait. Après, je ne sais pas, on ne sait pas forcément, ça peut être autre chose que des humains, hein. Ça peut être des gris, ça peut être autre chose, j'en sais rien. Mais il peut très bien y avoir de la vie dans ces galeries souterraines, quoi. Ouais, oui, tout à fait. D'ailleurs, tu abordes le sujet des Atlantes, tu abordes le gigantisme aussi dans ton film. Et ça, c'est pareil, des traces de gigantisme. On en a un peu partout dans l'histoire, aux quatre coins du monde, quoi. Donc, Oui, ouais, tout à fait. Ben, il y a un livre en fait qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de ce film qui s'appelle La conspiration des pôles. Donc je ne sais plus le nom de l'auteur, je suis désolé. Mais si vous tapez La conspiration des pôles, vous le trouvez facilement. Et il parle justement de tout ça. Donc il parle aussi bien de l'Agartha, mais aussi des squelettes géants qui auraient été trouvés. Alors, c'est super intéressant parce que moi, je m'intéresse depuis longtemps à tout ça, au phénomène des géants. Alors, tu as beaucoup de scientifiques qui disent, ben, c'est cité justement dans le film, parce que c'est impossible qu'il y ait des géants de 3 mètres parce que la résistance des eaux n'est pas faite pour ça. Et oui, mais ça, c'est partir du postulat en fait que ce sont des humains. Donc, c'est pour ça qu'à un moment dans le film, j'ai dit, ben, parce qu'il y a un des personnages qui dit, oui, mais c'est impossible que tu racontes n'importe quoi, ce squelette ne peut pas faire 3 mètres parce que la résistance des eaux n'est pas étudiée pour ça, donc il ne pourrait pas tenir debout. Donc, et l'autre il dit, sauf si on n'a pas affaire à un humain. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, pour de nombreux scientifiques qui devraient un peu se remettre en question, c'est que voilà, ils constatent d'après ce qu'ils connaissent. Ils disent, bah, un humain qui fait qui fait 3 mètres, c'est pas possible. Bah ouais, sauf que voilà, on découvre encore il y a quoi? Il y a 1 ou 2 ans qu'on a encore découvert une espèce d'homme qui est inconnu, donc qui date de l'ère préhistorique et qui a disparu ensuite. Mais pourrait très bien y avoir des espèces qui font 3 mètres de haut, quoi. on a déjà des basketteurs qui font 2,30 m quand même, hein. Donc, Ouais, tout à fait. Ouais. on n'en est pas loin à 70 cm près. Ouais. Et Euh, puis aux alentours de Montpellier, on a trouvé aussi des squelettes, 3 squelettes de personnes qui faisaient 2 ou 3, je ne sais plus, près de Montpellier, qui faisaient plus de 2,50 m, hein. Donc, on Et n'est puis pas loin aussi la non plus, théorie hein. des arbres géants, aussi, ben oui, et des fossiles géants qu'on a retrouvés. Ça aussi, c'est pas anodin et ça peut être observé de façon factuelle. Mais évidemment, la science, tant que c'est pas factuel, ça reste du complotisme. Enfin, tant que c'est pas officialisé par la bien-pensance pseudo-scientifique, on a vu jusqu'où la science peut nous mener, hein, c'est-à-dire un génocide total, eugéniste, depuis 3 ans, 4 ans, et ça continue, totalement, c'est passé sous silence dans les médias. En tout cas, français, c'est totalement éclipsé. Euh,
toute observation, découverte de quelque chose qui sort du cadre de la bien-pensance, c'est-à-dire la programmation et la propagande que l'éducation d'État voudrait qu'on sache, passe pour ridicule. En fait, mais voilà, tout est ridiculisé quand ça n'arrange pas le pouvoir en place. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas des êtres géants à crâne allongé d'avoir assisté à une réunion de la Banque mondiale il y a quelques années, selon le témoignage de Carol Hughes, qui était présente. Tu sais, l'ancienne spécialiste de la finance, là, hein, qui avait Oui, témoigné. exact. Oui, j'avais vu ça, Mm. effectivement. Ouais. Ouais. Donc c'est pas anodin, et puis ça existe vraiment. Oui, alors aussi l'Atlantide, alors c'est intéressant. Là, tu places l'Atlantide finalement dans ton film en Antarctique, quelque part. Enfin, il y a une entrée vers l'Atlantide. Alors, ouais, il y a des références à Atlantide, Mm. mais j'essaie si tu veux, de surfer un petit peu dessus parce que à un moment, il y a Gustave qui fait une séance comment ça s'appelle, pas d'hypnose, mais en fait, De méditation, je crois. de méditation, merci. Mm, mm, mm. Et en fait, il essaie de comprendre où il se trouve en faisant de la méditation. Et dans cet extrait, il dit, non, il faut que je me concentre parce que ça peut pas être l'Atlantide. En fait, ce sont des représentations que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, il explique quelque part qu'il est un peu parasité quand il fait de la méditation. Bah, le premier truc qu'il pense, c'est parce qu'il découvre de la végétation, il dit, bon, bah voilà, ça y est, j'ai trouvé l'Atlantide. Mais c'est ça que j'ai voulu faire dans ce film, c'est essayer qu'il n'y ait pas non plus si tu veux, d'affirmation catégorique. Donc Mm. il y a des suppositions, des choses comme ça qui sont abordées, mais j'essaie toujours de surfer sur le truc sans être affirmatif, tu vois. Oui, absolument. Ouais, 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 ouais. Non, mais t'as bien raison. Et en même temps, ça encourage la recherche des gens qui veulent Oui, en savoir plus sur ces thèmes-là. Si ça les intéresse, s'ils apprennent ça que pour de la science-fiction, bon, c'est très bien, c'est du divertissement, mais celles qui s'intéressent à ces sujets peuvent aller creuser et chercher plus loin quels voilà, sont parce que par les exemple, tu récits. vois, j'ai inclus à un moment, on voit un mammouth. Parce qu'il y a des explorateurs, dont Bird hein, d'ailleurs, mais d'autres explorateurs qui avaient affirmé qu'en Antarctique, ils avaient aperçu des mammouths. Ben, je me suis dit, ben, à un moment, il faudra que je mette, tu vois, un mammouth. Mm. Euh, Nombreux explorateurs qui ont soi-disant vu la Gartha, ils parlent tous de Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ces explorateurs sont pas du même siècle, mais tu trouves des similitudes dans leurs témoignages. Ils ont tous Mm. vu des vignes avec des grappes de raisins, avec des raisins qui sont gigantesques. Je l'ai Mm. mis aussi dans le film. J'essaie, tu vois, que ce ne soit pas totalement de l'imagination et de me rapprocher le plus possible des écrits des navigateurs et puis des légendes. J'essaie de concocter tout ça, en fait. Mm. Donc, ça ne vient pas Oui. de mon imagination totalement, tu vois. Et William Morris, par exemple, tu t'en es inspiré pour les terres au-delà de l'Antarctique. Oui, ben là c'est pareil pour William Morris, c'est intéressant, comme je te disais tout à l'heure, tu demandes à l'intelligence artificielle qui était William Morris et il te dit ben, William Morris, je connais que je crois que c'était un poète, un écrivain, j'ai pas d'informations sur William Morris, le navigateur, alors qu'on a des écrits de William Morris, le navigateur, qui a été au-delà du mur de glace et qui lui aurait découvert carrément des territoires avec des continents au-delà du mur de glace. Après, chacun interprète comme il veut, hein. Mais voilà, ça mérite d'être signalé, quoi. Moi, je trouve ça intéressant parce que tu as des navigateurs quand même c'est ce que dit le Herbert à un moment. Tout ça, toutes ces personnes, c'était des navigateurs qui étaient dignes de foi, quoi. Les mecs qui partent quand même en expédition, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec des centaines d'ânes et tout ça, c'est quoi leur intérêt de raconter qu'ils ont vu des choses qui sont totalement improbables, quoi. Tout le monde les prend pour des gugus, quoi. Donc, point de vue crédibilité, ils n'ont aucun intérêt à faire ça, quoi. Donc, ce sont ces écrits qui m'ont inspiré, et puis je me suis dit, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Oui, c'est pareil aussi pour ces récits de Vikings aussi, je crois en Antarctique, non, c'est ça? Ou c'était l'Arctique ou l'Antarctique? C'était l'Antarctique, il me semble, le récit Pour? d'un Viking. Ça, je me souviens plus. Ouais, Ça doit être mais l'Arctique, hein. Viking, de toute façon, c'est noir, hein, donc. ouais, ouais, ouais. Mais non, non, mais il y a plein de récits comme ça qui sont très intéressants. Euh, Tu m'avais parlé de Raymond Bernard?
Oui, qui lui Oui. avait sorti un bouquin, c'est un des premiers auteurs c'était un géologue qui s'est beaucoup intéressé à la Terre creuse. Mm. Et lui, il avait fait énormément de recherches dans les années 60 et il y a énormément de documentation dans ce bouquin qui est difficile à trouver maintenant. Mais si vous lisez justement le livre La conspiration des pôles, il est beaucoup cité en fait, Raymond Bernard. Super intéressant. Et il faut savoir que en ce qui concerne les souterrains, le plus loin qu'on ait été dans la Terre, qu'on ait creusé, en fait, un forage, c'est autour de 14 kilomètres. Et Mm. si on devait vraiment aller au centre de la Terre, ça fait plus de 260 kilomètres pour atteindre le centre, quoi. Mm. Donc, on s'est arrêté, je crois que c'était en 1989, en fait, que les Russes avaient réussi à faire un forage qui faisait jusqu'à 14 kilomètres. Et ils ont Mm. arrêté parce que en fait, il commençait à y avoir effectivement de la chaleur. Et puis, il y a des rumeurs comme quoi il y avait un son qui était insupportable, en fait. Alors, j'en sais pas plus, mais comme on était un peu documenté sur le sujet, j'avais vu ça. Mm. Voilà. Sachant que moi, ce qui m'intéresse, après le centre de la Terre, ça m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toutes les galeries. Et ça, Mm. on en est sûr et certain qu'il y a des galeries, en fait, souterraines. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant. Et oui, et justement, on nous sort presque à la sortie de ton film une info officielle de France Info, hein, France Infox, sur le fameux sifflet de la mort aztèque. Sentiment de malaise, cerveau en état d'alerte, les effets produits par le son terrifiant du sifflet de la mort des Aztèques. Voilà, tombé face aux Espagnols il y a plus de 500 ans, l'Empire aztèque révèle des pratiques et des rites sacrificiels toujours plus étonnants. Tu vois, donc on Ah, nous parle d'un sifflet de la mort, donc quelque ah chose oui. qui a à voir avec les acouphènes. Tu vois, pourquoi nous sortir ça en ce moment d'ailleurs, à l'époque où évidemment le rayonnement électromagnétique des tours 5G, 6G cause pas mal de dégâts, tu vois. Ouais, et puis à l'époque où on a des aurores boréales en France qui apparaissent comme ça, d'un coup de Hum, baguette magique. hum. Exactement, oui, c'est assez étrange comme synchronicité, en tout cas. Ouais, Mais oui, tu as plein de références dans ton film, en fait, à d'autres films comme Le Choc des Titans, par exemple. ouais, ouais, tout à Euh, fait. Même pour les aurores boréales, hum, alors l'explication des aurores boréales est assez récente, mais par contre, c'est pas catégorique. Et c'est pourquoi j'évoque aussi dans le film le fait que les aurores boréales seraient Raymond Bernard en parlait aussi, en fait, serait l'émanation de la luminosité du soleil intérieur, en fait, qu'il y aurait une ouverture au pôle hum. et que de là, en fait, il y a des aurores boréales. Et le phénomène est étudié et reste encore inexpliqué sur plein de choses, en fait. Même les scientifiques, ils n'arrivent pas à expliquer les aurores boréales. Donc, ils ont des suppositions sur comment elles se forment, etc. Mais c'est pas. Il y a des apparitions d'aurores boréales qui sont encore inexpliquées. Mais là, on voit bien avec les phénomènes météo exacerbés et extrêmes, des conditions, des aurores boréales visibles même en Normandie il y a quelque temps, Ouais. que les stations ARP et NEXRAD et tous leurs outils, leurs armes climatiques qui sont éparpillés aux quatre coins et immobiles même aussi, sur des destroyers, sur des avions, etc., et même voire sous-marins, pourquoi pas, activent cette électrification de la Terre pour provoquer en fait des dégâts bien ciblés par endroit. Et cette technologie est révélée par l'armée américaine elle-même, en fait, pour produire des ouragans, produire des tempêtes, produire des inondations. Ça, c'est facile avec l'ensemencement des nuages. Même le Maroc le fait, tu vois, et même Dubaï. Donc, en fait, on est dans un monde où justement toute cet électromagnétisme est exploité de façon militaire pour semer le chaos et en exploiter et en tirer les fruits, hein, par le contrôle, par le chantage en fait. Et Ouais. le racket en disant c'est votre faute, on va vous taxer, vous aurez un pass climatique, il aura des confinements climatiques, tout est de votre faute, vous aurez plus de boulot, etc. On va vous taxer le plus possible, votre empreinte carbone est horrible, arrêtez de péter, et les vaches aussi d'ailleurs. Donc non, on est dans un délire total, hein, mais tout ça c'est exploité, plutôt que exploité de façon productive pour l'humain, c'est-à-dire comme tu le montres dans ton film, la régénération des cellules, avec les oscillateurs géants de Lakowski, là, et puis la guérison du cancer également. Tu Oui, en oui, tout parles?
Ouais, ouais, ouais. J'en parle au tout début du film avec Lakovski. Je fais une référence Mm, à Lakovski. Et puis, c'est l'époque justement où il y avait toutes ces expérimentations avec les ondes, où on mm, s'est aperçu que Lakovski avait des résultats qui étaient très intéressants. Le problème, c'est que il y a un parallèle justement avec le docteur Herbert, c'est que la communauté scientifique estimait que voilà, c'était pas, les résultats qu'il obtenait n'étaient pas scientifiques. Donc bien sûr, il y avait Big Pharma derrière, hein, qui commençait déjà c'est sûr que si on guérit tout le monde par les ondes, c'est sûr que ça ne plaît pas. Et Lakovski d'ailleurs est mort à New York, si mes souvenirs sont bons, en traversant la rue, il était renversé par une voiture. Et il était quand même, comme par hasard, hein, c'est toujours comme ça hein, avec ce genre de mec. Il y a une référence aussi à Tesla, puisque tu vois à un moment dans le film une tour Tesla. Je ne sais pas si mm. tu as fait gaffe. Ouais, Quand ouais, Gustave ouais. est lui aussi dans sa chambre, on l'a vu tout à l'heure, où il y a des rayons électriques, il y a une tour avec des rayons électriques qui Mm, et donc, le professeur Herbert, il a aussi sa tour Tesla, tu vois. Donc, il y a mm. plein de références. On avait oublié d'en parler, mais il y a plein de références aussi à Oui, ça. Tesla également, oui. Donc les tours Tesla, l'électricité gratuite grâce à l'électrification. Ah oui, bah, se renverser par une voiture, ça, c'est récurrent. Comme John Mack, hein, par exemple, à Londres, le fameux psychologue qui étudiait les Oui, abductions, là. ouais. C'est la même chose, par soi-disant un chauffeur ivre. Mais non, mais il y en a plusieurs sûrement dans l'histoire, mais c'est vrai que les gens gênants, bah, en fait, qui empêchent des industriels de mettre la mainmise par le chantage sur une guérison qui rapporte pas, quoi, en fait. Hmm. Donc, une guérison qui ne rapporte. D'ailleurs, je ne sais pas si le cancer existait au 19e siècle ou au début du 20e, tu vois, je pense que ça a fait Ben son oui, apparemment, apparition. oui, parce que Ouais. enfin, fin 19e, justement, Lakovski, Mm, sur les travaux qu'il a fait, et c'était des personnes qui étaient quand même en cancer au stade 4, et mm, il a réussi à totalement les guérir avec simplement quelques séances de ces ondes, hein. mm. Donc, c'est quand même énorme. Ouais, c'était une C'était des dégénérescence des personnes cellules. Ouais. en phase terminale, quoi, on va dire, hein, Mm. et qui ont été totalement guéries. Oui, parce qu'un cancer, c'est la dégénération des cellules, en fait. Donc, en Oui. fait, on peut dire que c'est peut-être causé par des émotions, etc., des chocs émotionnels, des traumas, mais aussi des empoisonnements. Tu vois, donc toute pathologie peut être créée par un empoisonnement. Donc, d'où l'utilité actuelle pour le système de nous empoisonner à tous les niveaux, hein, ce que ce soit En l'eau, fait, l'air. Lakovski expliquait en fait que justement chaque cellule, quand elle devient malade et qu'elle dégénère, c'est parce qu'elle a changé de taux de vibration. Et Mm, que si on réinjecte en fait ces ondes, eh bien automatiquement les cellules qui sont malades vont reprendre leur vibration initiale, tu vois. mm, mm, Et du coup, c'est comme ça qu'il arrivait à guérir apparemment les malades, quoi. C'est ultra intéressant, quoi. Moi, je trouve ça passionnant parce que de nos jours encore, il y a plein de gens qui reproduisent la machine de Lakovski. Donc, il y a mm, des plans qui existent. Et il y a même la machine qui est vendue, moi, j'ai trouvé, je sais plus combien elle vaut, à genre 2000 ou 3000 euros. Et tu as mm, des thérapeutes français qui ont leur cabinet et qui utilisent la machine encore, hein. mm, Tu peux très bien, je sais plus, il y en a plusieurs en France hein, qui ont la machine, et tu mm, peux très bien prendre rendez-vous avec des séances, quoi. Donc, même de nos jours, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, mm. les plans étaient conservés, il y en a qui reproduisent le truc. Et j'en avais même vu une d'occasion. J'étais Ah oui, intéressé, j'avais pas l'argent et tout, il y en avait une d'occasion à 800 euros. ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et Ouais, c'est je un sais peu que plus chez. simple en fait, hein, parce que tu as deux panneaux circulaires. Tu mets D'oscillateur. Ouais. un à gauche, un à droite, et en fait, c'est par polarité, ils envoient ils te mitraillent d'ondes, et en fait, le fait qu'il y ait cette polarité, en fait, ça, tu vois, ça agit Régénère. sur ton corps, ouais, et ça régénère les cellules, quoi. Régénère et rééquilibre. Mais justement, le professeur Herbert, là-dedans, il prend combien de milliers de volts hein, à un moment donné? Ah Tu ben, sais? c'est pareil pour les voltages, je m'étais renseigné en fait, c'est pas Mm, n'importe quoi, donc j'avais conservé les volts, le nombre de volts que Lakovski utilisait, quoi. Donc mm. c'est intéressant pour sa Valait machine. mieux prendre cette référence-là que Gilbert Bécaud, qu'on appelait Monsieur 100 000 volts, hein. Ouais. C'est plus crédible. C'est vrai que non, non, c'est super intéressant en fait. Et en fait, l'électromagnétisme, il est partout. Il est là pour nous faire la guerre, justement, pour nous déséquilibrer, pour déséquilibrer notre taux vibratoire et nos cellules, nous empoisonner. Mais il est là également pour nous régénérer, mais aussi dans la technologie. C'est-à-dire que l'électromagnétisme, les machines qui marchent au moteur électromagnétique existent bien, tu vois, énergie libre.
Donc, on parle de ces vaisseaux là qui sont militaires pour une bonne partie, exogènes pour d'autres, interdimensionnels. Bref, on a de l'électromagnétisme absolument partout. Tu vois, la lévitation, par exemple. Bah, d'ailleurs, tu abordes ce thème, je crois, à un moment donné, la lévitation dans le. Bah, tu as l'île, déjà, qui est en lévitation, l'île du Oui, professeur Herbert. oui, oui, Ouais. parce qu'en fait, à un moment, je parle du professeur Herbert, et puis De Guy dit, mais en fait, je me demande ce qui est devenu le professeur Herbert que je compare à Léonard de Vinci, parce qu'il avait créé des machines incroyables, et puis Herbert a réussi à faire léviter une île. Donc en fait, Herbert, en utilisant ce procédé, s'est créé sa petite île pour être en dehors du monde pourri dans lequel on vit. Mm. Il est Ouais, sur c'est sa ça. petite île et il fait ses travaux tranquille, il n'y a personne qui l'emmerde. Ouais. Il n'y a aucun scientifique qui va lui dire touche pas à ça, fais pas ça. Et en fait, c'est là où il fait toutes ses expérimentations. Et il Mm. invite justement les personnages à venir sur son île. Et Mm. il fait des expérimentations et les personnages sont intrigués parce qu'il fait tellement de choses différentes. Donc là, comme on parlait tout à l'heure, il y a la tour Tesla, il y a l'eau magnétisée, il y a... ouais, j'ai mis plein Mm. de trucs, hein. Je sais pas si t'as tout remarqué, mais à un moment aussi, je mets... comment ça s'appelle? Je trouve pas les mots aujourd'hui. Enfin bref, il y a beaucoup de références différentes sur les vidéos, quoi. Ouais, on voit l'eau magnétisée derrière moi qui vient de Terra Incognita. Oui, C'était un bon clin d'œil, ça aussi. Et, bon, la mémoire de l'eau, effectivement, imprimée. Mais c'est ça, l'électromagnétisme imprime une certaine fréquence et vibration à nos cellules, à l'eau intérieure de notre corps, qui est composé d'eau en grande majorité. Donc, oui, d'où bah, on l'influence. en avait pas mal parlé aussi dans notre documentaire qu'on avait fait sur le premier documentaire qu'on avait fait, tu te souviens, sur les Ouais, traces alternatives de la matrice, on avait parlé ouais, pas mal de l'eau, sur Masaru Emoto et tout ça, qui avait fait mm, pas mal de travaux sur l'eau, et puis mm. Benveniste, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Et alors également, la photographie de l'aura, le dream hacking, ouais, c'est important. La prise de contrôle des rêves. Euh, Également, ce qui est important, c'est la régénération des cellules. On a dit, mais ça, c'était aussi une invention, pas une invention des nazis, mais ils avaient récupéré cette technologie quelque part, puisqu'ils s'en servaient, hein, paraît-il, pour, euh, pour le age reverse aging, ou un truc comme ça. Tu sais, Ah pour bon? se faire rajeunir. Ouais, Ah il y a eu oui. cette technologie-là ouais, de rajeunissement, en fait, régénération des cellules pour rajeunir, en fait, se rajeunir eux-mêmes. Bah, on voit Euh, régulièrement des articles qui parlent ouais, de phénomènes où on pourrait inverser la tendance et rajeunir, en fait. mm, Inverser le vieillissement. c'est ça. Mm. Ouais. Donc, bon, Mais on en est. je pense que c'est pareil, c'est des technologies qui sont. On ne nous en parle pas à nous, Mm. au public, mais je pense qu'ils sont pas mal avancés aussi dans ce domaine-là, quoi. Non, il y a beaucoup de choses qu'on considère, qu'on nous fait considérer, en tout cas les normies, la masse de PNJ, comme ridicules, qui, en ce moment, ça va plus vite qu'avant. Quelques mois plus tard, on leur dit, ah bah ça y est, c'est sur le marché, tu vois, Oui, avec l'IA, etc. Et puis les ouais. normies, non, ils sont pas là, ils viennent pas vers nous en nous disant, mais vous aviez raison, cher complotiste. Euh, non, C'est vrai absolument que pas. l'IA a atterri vraiment comme une explosion. En fait, ils n'en parlaient pas du tout. Et puis d'un seul coup, ben voilà, en quelques semaines, tu poses n'importe quelle question, on te répond, etc. Alors qu'il y a, oui, il y a quelques semaines auparavant que ça arrive, personne n'en parlait, quoi. Il n'y avait pas de. Je veux dire, le grand public n'était pas du tout au courant que ça allait arriver, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est. Alors, on va parler un petit peu de justement de cette projection des peurs Oui. intérieures chez les personnages. En fait, ils vont pouvoir vaincre leurs propres peurs qui se projettent à l'extérieur. On voit derrière moi des personnages dans l'arène. Ça tombe bien parce que Gladiator 2 vient de sortir. Ouais, Pourquoi d'ailleurs c'est vrai. nous pondre Gladiator 2 combien d'années après? 25 ans après, je crois. Ils auraient Oui, pu par là, hein, exploiter oui, oui, ça doit dater des années 2000, le Gladiator, je pense, ouais. Ouais, ouais, 2000, ouais, ouais. 2000, ouais, par là. Ouais, alors du pain et des vieux. Non, ça c'était pour Mike Tyson. C'est pour Mike Tyson. Du pain et des jeux, pardon. C'est les JO. On a bien vu l'arnaque, l'opération à 13 milliards, 13 milliards 4 qui se sont empochés. Prouvez-moi encore que ça valait 13,4 milliards avec des tonnes de bénévoles nourris avec un sandwich par jour. Euh, c'est du délire. On voit bien la distraction et la diversion en fait que représentent
les jeux du cirque, tu vois. Mais c'est intéressant d'avoir ce personnage, en fait, qui Oui. affronte ses peurs dans le cirque, tu vois, En fait, je me dans suis servi, l'arène. j'en parle d'ailleurs dans le film, l'arène, je m'en sers comme la naissance. Donc quand la porte s'ouvre et que le personnage rentre dans l'arène, c'est une véritable naissance et se retrouve comme nous quand on se demande ce qu'on fout là, quoi. Tu as plein de gens autour qui font que de te parler, etc. Et qui t'encouragent finalement toute ta vie à te dire, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes. C'est ça la vie finalement. Mm. Et elle, au moment où, je ne vais pas parler du combat pour pas spoiler, mais quand le combat se termine, on voit même des gens parmi la foule qui disent elle n'a pas combattu, il faut la brûler, c'est une sorcière, tu vois. Donc, avec toujours le jugement des autres. Et cette scène-là, bah, on découvre, je ne vais pas spoiler non plus, mais que voilà, elle arrive à se recentrer sur elle-même et à faire abstraction des autres, et de se recentrer sur elle-même. Et que toutes les peurs qu'on a dans la vie, en général, c'est une grande partie, parce que on se soucie des autres, de l'image qu'ils nous renvoient, et puis sans arrêt, tu dois faire ceci, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois ceci, cela, quoi. Donc Mm. on te pousse sans arrêt. Et elle est plongée dans l'arène, et en fait, ça fait partie de ses craintes, en fait. Elle n'arrive pas à se recentrer sur sa personnage. On va découvrir dans le film qu'elle a besoin de se recentrer sur elle-même, quoi. Et chaque personnage du film a des peurs, a des craintes. Et ils vont devoir, dans ce film, avoir déjà conscience, notamment Arthur, avec ce clown, avoir conscience de ce qui se passe Mm. et essayer de vaincre leur peur. Et une fois qu'ils auront vaincu leur peur, ils arriveront entre guillemets, à se sublimer. Oui, C'est l'arène, une oui. vie que chaque personnage, en fait, doit affronter ses propres démons intérieurs, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est comme les autres personnages, c'est autre chose. Par exemple, il y en a un, c'est Arthur, c'est le clown, par exemple. Il est Au dé- rattaché au clown. Bah, après, sachant que ouais, je peux pas dévoiler vraiment Hum, qui est le clown, hum, mais ouais, hum. c'est une représentation, en fait, de... Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que c'était dans un sondage auprès des enfants, il me semble, aux États-Unis, où il y avait une peur du clown qui était Ah bah oui. énorme. Ah oui, j'ai pas choisi par hasard parce que ça Ouais. fait partie des peurs les plus terrifiantes des Hum, gens, quoi. Donc c'est pour ça qu'Arthur, à chaque fois qu'il le voit, chaque fois il hum, s'arrête et il y a un moment il dit mais je veux plus jamais te voir en fait. Et ça hum. fait partie de son processus de guérison où il essaie de guérir. Mais chaque personnage en fait a un énorme travail à faire et quand il se retrouve vers la fin du film dans dans un lieu particulier, eh ben, c'est là où tout va se manifester. Et en fait, ils vont devoir, chacun de leur côté, combattre leurs propres démons intérieurs. Donc, chacun a un travail à faire sur lui-même, quoi. Hum. Ouais, ça c'est intéressant. Après, quand tu deviens adulte, normalement, tu perds cette peur du clown. Bon, sauf pour ceux qui vont encore voter, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais, euh, mais bon, le cirque est à l'Élysée, hein, c'est le plus grand cirque, et ailleurs aussi. Non, non, les peurs intérieures, ça c'est très intéressant. En fait, c'est la psychologie des personnages. En fait, tu penses que c'est juste un film d'animation qui bouge, qui te donne de l'action, du divertissement, mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir au premier plan. À l'arrière-plan, il y a beaucoup de choses en jeu, en fait, au niveau psychologique. Oui, et c'est pour ça on comprend en fait pourquoi comme je disais tout à l'heure, le professeur Herbert a choisi ces personnages-là. C'est que voilà, c'est un voyage avant tout initiatique, et s'il les a choisis aussi, c'est pour d'autres raisons. Qu'on cherche un petit peu en profondeur, on trouve la raison. Et puis c'est indiqué aussi à la fin du film aussi, hein. Donc ils représentent chacun quelque chose. Donc il les a pas Mm. choisis par hasard, quoi. Exactement. Et donc les comportements devant les peurs de chacun, c'est important. À noter, et ça peut se transposer à notre peur, nos peurs sociétales, hein, avec toute la propagande, comme tu dis, la pression sociale, la pression culturelle, familiale, éducative qu'on nous met, tout cet environnement extérieur qui influe sur nous et qui déclenche des pulsions de peur, de peur de désobéir aussi, puisque de prendre un autre chemin que le chemin
qu'on t'a conseillé fortement, maintenant par le chantage et la menace, de prendre. Sinon, tu es un mauvais élève, donc tu es antisocial et tu perds ton sang-froid. Et t'es en fait, un mouton noir de la société, si tu penses autrement. C'est ça en fait. Oui, Euh, bah, tu vois, il y a une symbolique aussi dans le film là-dessus, où je sais pas si tu as remarqué, mais à certains passages, on voit en fait au début du film Herbert qui marche avec une canne. hum, hum, Et au moment où il prend qu'il prend son bateau volant pour se rendre à son île mystérieuse, il lâche sa canne et il dit adieu ce monde décadent. hum, Et donc il lâche sa canne, puisque c'est ça qui l'empêchait de marcher. Et le fait qu'il lâche sa canne, et voilà, il est plus du tout handicapé, parce qu'il a fait le choix en fait de se barrer de tout ça. Il sait qu'il a plus du tout le soutien de Guise, que son expédition sera pas du tout financée. Et il dit, bah, hum, à partir de maintenant, je me débrouille tout seul et c'est moi qui fais mon expédition. Et c'est pour ça qu'il se hum, retire sur son île, etc. On voit que lui, il a fait déjà une partie de son parcours spirituel, son hum. chemin en disant, bah, voilà, toute cette société, je laisse tomber. Maintenant, je consacre le reste de ma vie à faire ce que j'ai envie, de ne pas dépendre des autres, de ne pas dépendre de financement de Guise, etc. Hum. Mais Comme, il comme avait un d'habitude, appel. Il avait on dépend de l'argent. un appel psychique vers justement cet endroit où il a échoué, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, donc tout ça, oui, alors donc oui, c'est un peu symbolique de ce que on peut avoir comme objectif, tu sais, interne, intérieur, on peut pas mettre le doigt dessus, mais après on est poussé vers une motivation, un objectif qui nous fait transcender en fait les obstacles et aller au-delà de ce qu'on nous conseille de faire, quoi. Tu vois. Oui, tout à fait. Mais c'est là où il est plus du tout dépendant des autres. Et c'est ce que Mm, va apprendre une grande partie de l'équipage au cours de ce mm, voyage, c'est de plus être dépendant non seulement du système, mais aussi du regard des autres, etc. Donc mm, de s'affirmer en fait spirituellement et pour faire ressortir en fait ses envies, j'allais pas primaires, mais voilà, mm. de rester indépendant. Et puis Et ce qui était, on mm, apprend d'ailleurs à la fin du film que ces personnages, bah, finalement, ils font un choix terrible tout à la mm, fin, parce que ça change leur vie, en fait, ce qu'ils décident tout à la mm. fin. Ah oui, oui, complètement, ouais. Ouais, complètement. Et ça change leur vie. Alors, je voulais revenir sur tes décors, c'est extraordinaire. Tes décors, comment tu t'arrivais à construire tout ça, ces temples, ces bâtiments, etc. Enfin, Alors, j'ai construit, en général, moi, la manière dont je travaille, c'est que j'achète des bases. Mhm, Donc, tu as comme là, par exemple, le fond qui mhm, est derrière toi, bah, il est en vente. mhm, La statue, par exemple, ben, c'est moi qui l'ai rajoutée parce qu'elle était en vente ailleurs. Qui mhm, tient un livre, c'est pareil, le livre, je l'ai posé dans sa main. Donc, si tu veux, j'achète des décors et je mixe moi-même, je change les couleurs. Là, par exemple, le décor, je ne sais pas si on voit très bien, mais vous voyez sur les toits, la texture, elle était trop belle, trop lisse, alors que là, j'ai fait en sorte que sur les toits, les tuiles soient, tu vois, t'en aies des plus foncés, des plus clairs, etc., pour que mhm, ça donne un côté beaucoup plus réaliste. C'est pareil, en fait, j'ai le fond, en fait, avec les montagnes, etc., ça vient d'un autre truc. Donc, je construis les décors que j'assemble et que je modifie pour leur donner un côté réaliste, parce que le problème, c'est quand tu achètes des objets en 3D, c'est très... la texture, en fait, elle est très... Pour pas que ça prenne beaucoup de place, et quand tu fais un rendu sur ordinateur, pour pas que ça soit lent, en fait, bah, ils font le minimum pour que ça pèse pas beaucoup, quoi, que mhm, chaque objet pèse très peu, quoi. mhm, Et moi, en fait, je modifie pour que voilà, ça donne un côté beaucoup plus sale, plus crasseux. Tu vois, la statue, quand je l'avais achetée, elle était toute blanche. Et là, tu vois, elle est grise, il y a la texture, elle est un peu sale, etc. Donc ça, c'est mhm. un travail au quotidien qui est très long à faire. Ah oui, oui, c'est énorme. C'est un film d'animation, ouais, c'est pas prendre des acteurs existants avec des jumeaux numériques, c'est carrément créer de toutes pièces les personnages, les décors, etc. Oui, oui, bah pareil pour les personnages. En fait, tu achètes Mm, un personnage tout fait et puis tu le modifies, hein. En fait, le personnage à l'origine, par exemple, il n'a pas de barbe, pas de moustache. Donc, j'ai eu l'idée de créer Gustave avec sa barbe de couleur violette, les cheveux blancs, parce que j'ai fait plusieurs essais, tu vois. J'ai mis différentes couleurs. Je dis, ah purée, mais ça se marie bien, ça donne un petit côté moderne, tu vois. mm, Je mm, voulais garder l'aspect steampunk
Et puis l'aspect aussi un peu futuriste, tu vois, quelqu'un qui se teint la barbe en violet, c'est c'est pas courant, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, et C'est en même temps, c'est ce que m'a dit un ami réalisateur. Il m'a dit ce qui est bien, c'est que tu as réussi à créer un monde et mm, qu'on rentre dans ce monde et tu vois, on l'accepte, on rentre dedans très, très rapidement, quoi. C'est mm. ce que je voulais. C'est pour ça que voilà, ce sont pas chaque plan est retravaillé. C'est pas des trucs que j'achète et que je mets directement, en fait. C'est Mm. tout un Euh, univers que j'ai souhaité créer, quoi. Tu t'es régalé avec tous tes personnages, notamment tes personnages féminins. C'est des sculptures sur pattes. Ah Sont oui, elles sont jolies, sculpturales hein. et ouais, ouais, très jolies. Et en plus, elles sont douées en arts martiaux. Enfin, surtout une d'entre elles. Euh, Oui, bah ça c'est pareil. J'ai voulu. Tu sais, je pense que un film c'est une recette, donc je me dis bon, il faut un passage où il y ait de l'action et puis il faut que on s'y attende pas, quoi. Donc il y a effectivement un des personnages qui pareil, en luttant contre ses démons intérieurs, eh ben, utilise les arts martiaux, qui est aussi un outil aussi d'ailleurs les arts martiaux en général pour le bien-être intérieur. Alors oui, Et- justement, dans les combats officiels, on va dire commerciaux et qui, comment dire, qui rassemblent du public. On est passé dans les années, je dirais 80-90, de la boxe anglaise, toute simple, à des combats MMA, donc Mixed Martial Arts, les arts martiaux mix mélangés avec de tout, du judo, de la boxe, du karaté, du kung-fu, dans une cage, en fait. C'est devenu le truc le plus populaire. C'est une sorte d'élargissement et finalement d'apologie de la violence, parce que c'est quand même très très violent aussi, parce que s'ils vont au bout de leur combat jusqu'à plus soif, quoi. Et on voit quand même une montée de la violence dans la société également, tu vois, et puis des menaces de guerre, et puis des génocides un peu partout. Bon, Et on puis sait où, hein, banalisation de la principalement. violence, c'est vrai Banalisation de la violence, voilà. que Ouais. là, par exemple, dans ce film, je tiens à souligner qu'il n'y a aucun mort. Mm. À C'est vrai chaque en fois, plus. bah, effectivement, il y a une scène de combat, etc. Mais Mm. la- il y a aucun mort dans le film. Donc, j'ai D'ailleurs, même essayé les de squelettes, séparer. les squelettes ne sont pas morts. Ouais, voilà. Donc, Ouais. c'était important pour moi, tu vois. Mm. Il y a plein de choses aussi que je voulais faire. Je voulais faire la musique. Je Mm. voulais la fréquence de la musique. Je voulais changer la fréquence pour qu'elle soit pas en 44, tu vois. Je voulais qu'elle soit en 48, etc. Mais en fait, j'avais un problème parce que certains instruments, je ne pouvais pas modifier la fréquence. Donc, Mm. du coup, j'aurais eu certains instruments qui étaient sur la bonne fréquence, d'autres qui n'étaient pas. Et du coup, j'ai laissé tomber. Mais à Mm. l'origine, ouais, il y avait cette idée-là de faire un film à la fois, comme je te dis, spirituel, avec du Mm. divertissement, et puis là, qui est vraiment pensé, quoi, où il n'y a pas de mort, voilà, ou même la musique, essayer de faire des passages, tu vois, dans la musique où où on plane, on a l'impression de planer, quoi, quand il y a Mm. le bateau qui survole toutes les étendues en Antarctique. Là, j'ai essayé de faire des passages calmes, peaceful, quoi. Et on a des créatures mythologiques, hein, on ne va pas les nommer, mais on en a au moins une, tu sais, à la fin, mais je ne vais pas le dire. Oui. Euh, donc, non, non, mais c'était intéressant. Et qu'est-ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ça? Euh, oui, bah là, comme tu le dis, la fréquence et la musique sur laquelle elle est accordée, ouais, c'est important. On voit bien que la musique influence les comportements, les mœurs, et l'oreille, le son, de toute façon, était là avant même la vision, l'œil, quoi. Tu vois? Ouais, puis on a changé de fréquence. Bah, je crois d'ailleurs c'est par les nazis, hein, qu'on a changé la gamme de fréquences. 432 au lieu de. Voilà. Alors qu'avant, on jouait pas du tout cette fréquence-là. Donc pourquoi soudainement on a décidé de changer? Voilà, Ouais. Ouais, tout est fréquence et énergie, effectivement. Et, bah, cette quête intérieure. Alors, quel est à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Oui, la géo-ingénierie, on ne va pas trop en parler parce que c'est une surprise aussi. Non, ouais, ouais. Donc, n'en parlons pas.
mais vous l'observerez par vous-même, ceux qui vont acheter le film sur Vimeo. Il te reste des choses à faire, donc tu m'as dit le sous-titrage, non, la voix off, d'ailleurs le doublage du film en anglais à venir. Oui, oui, parce que Mm. moi, en fait, j'avais un distributeur déjà pour Vortex, l'Aube de la souveraineté. Et le Mm. problème que j'avais, c'est que j'avais fait une erreur quand j'avais fait mes exports d'audio. Mm. J'avais tout mis sur une seule piste. Donc, il y avait aussi bien la musique que les bruitages et puis les voix. Si bien que quand mon distributeur m'a dit, bah, ça serait bien qu'on fasse une version anglaise, j'ai dit, bah, le problème, c'est que tout est écrasé sur la même piste. Donc, on peut pas séparer, on peut pas retirer la voix française, tu vois, pour faire un doublage Mm. anglais, c'était impossible. Donc là, j'ai Mm. bien fait gaffe de séparer les deux pistes. Et je voudrais Mm. faire un doublage en anglais parce que avec le Mm. distributeur que j'ai, bah, il a un grand marché sur l'Amérique du Nord, sur le Japon, en Corée, même en Inde, parce qu'il a été même Mm. distribué en Inde, hein, Mhm. Vortex. Alors c'est un peu rigolo parce qu'en Inde, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé Ils n'ont pas gardé les sous-titres parce que j'avais fait les sous-titres en anglais. Eux, ils ont refait la musique, ils ont refait les doublages. Mais par contre, t'es mort de rire parce que le doublage, C'est du avec les Bollywood. voix et tout ça Mm. en indien, Mm. c'est bah, tu t'es écroulé de rire, quoi, parce que ça n'a rien Ouais. à voir avec l'original. Les musiques, Mm. bah, c'est pareil, je suis déçu et tout ça. Mais là, je Mm. vais bien faire attention au contrat parce que tout ça, il ne me l'avait pas indiqué, hein. Là, il est hors de question que pour ce film-là, il s'autorise à changer la musique ou quoi que ce soit, parce que là, les pistes sont séparées. Il faut que je fasse gaffe, tu sais, dans les petites lignes du contrat, parce que en général, voilà, tu donnes ton œuvre et ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Mm. Que, il va falloir que je fasse attention. Donc, j'ai un agent en fait, qui regarde tout ça et qui me conseille. Et je voudrais voir avec mon agent justement, est-ce que je garde le même distributeur ou est-ce que je choisis un distributeur qui est plus spécialisé dans l'animation, tu vois. Donc ça va Mm. être aussi à déterminer. Ouais, c'est ça, c'est des questionnements à venir. Mais bon, il va sortir et qu'est-ce que tu dirais comme mot final au futur spectateur qui va visionner ce film? Pourquoi devrait-il aller le voir, par exemple, si tu veux tout nous résumer? Ah, pour ceux déjà qui me connaissent et qui ont déjà vu Vortex, l'Aube de la souveraineté, c'est Mm. un film qui est, je vais aller dire, beaucoup plus accessible. Donc, c'est avant tout un film d'aventure, comme je disais tout à l'heure, avec des touches de spiritualité. Et c'est un film, en fait, après pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un film dont les thèmes abordés, vous ne le trouverez nulle part, quoi. Donc, vous pouvez vous lancer sur Netflix, sur Prime, sur autre chose, et on ne parlera aucunement de ces thèmes qui sont abordés, quoi. Donc, voilà, je sais qu'il existe de nos jours des plateformes de streaming partout, mais ce type de film, eh ben, vous le trouverez nulle part ailleurs. Donc, si vous êtes intéressé justement à la spiritualité et à toutes ces choses-là, eh bien, voilà, je vous invite à commander le film, quoi. Exactement, et c'est très rare de trouver un de ces thèmes, même un seul, hein. D'ailleurs, je les compte sur les doigts de la main. J'avais vu un King Kong, je sais plus lequel, où il se retrouvait sur une île et à un moment, il parle de terre creuse, mais c'est très rare. Je sais plus le nom du King Kong Island ou je sais plus quoi. Bref, il parle de terre creuse et puis il y a une espèce de monstre reptilien qui sort, un gros reptile qui sort des entrailles de la terre. Mais c'était un des seuls films et puis un autre film où ils en parlaient, je crois, mais je sais plus lequel. Mais c'est très rare, en fait, de parler, d'évoquer ces thèmes, parce que tout de suite, c'est ridiculisé, hein. C'est comme les bords de la Terre incurvés, l'Antarctique, autrement que ce qu'on nous dépeint à la télé ou ce que dit Mike Horn. Euh, tu vois, Après, même euh, si les personnes n'y croient pas une seule mm, seconde, je veux dire, ça reste pour eux, je veux dire, une personne qui a simplement envie de voir un film de divertissement, eh ben, mm, ça vaut tout autre film, hein. mm, Voilà, donc c'est mm, pas forcément destiné à un public, c'est pour ça que je disais c'est pour tout public, mais c'est-à-dire que même des enfants, je pense, peuvent regarder le film, même s'ils ils comprennent pas certaines allusions on va dire, je sais pas moi, à des explorateurs qui sont cités, etc., qui connaissent pas, c'est pas grave, quoi. mm. Vous pouvez très bien suivre le film mais en mode détente devant le canapé, tranquille, quoi. Donc du Et ça simple peut les divertissement. éduquer aussi, hein, également, si ça nous intéresse d'aller Oui, tout chercher à fait. qui étaient Ouais. ces personnes qui ont existé, voilà, et qui, Voilà, c'est ce que j'essaie de faire dans chacun de mes films, c'est que je veux pas faire du pur divertissement, et c'est pour ça que je crée des films, c'est que je trouve que de nos jours, il y a trop de films où c'est que du divertissement, où tu apprends rien en fait. Donc tu regardes un film, tu te détends, et puis après tu passes à un autre. C'est pour ça que j'essaie de faire des films que tu peux regarder plusieurs fois,
Vortex, c'était le festival parce que c'était un film symbolique, donc ça mitraillait de partout. Mais Mm. même dans celui-ci, bah, un ami réalisateur à qui j'ai montré le film m'a dit, oh, il va falloir que je le regarde une deuxième fois parce qu'il y a des allusions et tout. Il va falloir que je remette la main dessus parce que. Ah non, moi je confirme, hein, moi c'est pareil, je l'ai vu en première. C'est un film qu'il faut que je revoie plusieurs fois, effectivement, au calme et pas parasité par l'environnement autour de moi. C'est vrai que non, non, il y a énormément de thèmes, de symboliques, de clins d'œil, de choses que j'ai sûrement oublié d'observer, hein. Et il faut les revoir pour ça. Donc, Oui, et puis même mm, un film d'animation steampunk, il mm, n'a pas 36 non plus. Donc mm, pour ceux qui sont, même les passionnés, c'est pour ça que j'ai fait des partages aussi sur des groupes de steampunk, ouais, des gens qui sont passionnés par l'univers steampunk, parce que je pense que ça peut aussi les intéresser de mm. voir, de mettre en scène en fait des personnages de l'époque victorienne, quoi. C'est sympa. Mm. Oui, puis aussi des groupes qui parlent des expositions universelles ou tu vois, ou des technologies cachées Oui, ou tout à fait. même la géométrie sacrée, etc. Enfin, ça pourrait les intéresser aussi, hein. Oui, Je pense qu'il y a énormément de thèmes abordés et que tu as des groupes qui se consacrent à ces thèmes-là, mais qui sont élargis sur plein d'autres thèmes. Je pense que le partage va être intéressant. En tout ouais, bah cas, après, faut ouais. sélectionner. Faut sélectionner parce que Mm, moi, le problème que j'avais eu avec Vortex, avec les merdias classiques, c'est que soit tu n'as aucune retombée, soit ils ne s'intéressent pas du tout au truc et ils comprennent que dalle, quoi. mm, Donc maintenant, je suis obligé, même pour ce film-là, je crois que je vais quasiment pas faire appel aux médias classiques, hein, parce que bon, j'ai vu l'expérience que ça a donné, c'est terrifiant. mm, Ils comprennent rien et puis franchement, c'est décourageant. Il n'y a mm, qu'encore la presse locale, tu vois, tout ce qui est local, encore où tu arrives à avoir des articles, mais tu n'as aucune retombée, quoi. Donc c'est mm, sympa, hein, je ne critique pas du tout parce que les journalistes, etc., étaient sympas. Je veux dire, le commun des mortels, ça ne les intéresse pas. Donc je reste quand même sur un marché de niche où, tu vois, parce que le souci même que j'avais pour Vortex, c'est que je contactais des youtubeurs qui faisaient des critiques de films et mm, ils me répondaient même pas parce que pour eux, bah, ça sort pas sur Netflix, ça sort pas sur Prime, etc. Donc ils me répondaient mm, même pas, quoi. mm. Je reste quand même sur, tu vois, un marché de niche. Mais c'est pas plus mal, moi, ça me convient, quoi. J'ai pas envie de faire partie Bah alors, faut de tout. regarder parce que moi, j'avais téléchargé récemment, c'est rare que je télécharge une série complète. D'ailleurs, ça fait des années que j'avais pas regardé une série complète. Je vais pas faire de pub, mais il était passé apparemment sur France 2, mais je l'avais pas vu. C'est Nautilus. Nautilus, en Ah, fait, ça. super. Tu l'as vu? Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal, hein. Et ça, je pense que par moment dans ton film, en fait, ou inversement, t'as un peu la même ambiance, tu sais, Oui, avec c'est vrai. le sous-marin et les îles, etc. Enfin, les voyages et tout, tu vois, les combats. T'as cette ambiance-là, en fait, de temps en temps. Il y a, il y Ben a, oui, il y a- je suis étonné en fait qu'on parle pas plus même de l'univers, tu vois, de Jules Verne. Après, moi Hum, j'ai lu du Jules Verne, même Voyage au centre de la Terre, je l'ai relu, tu vois, pour faire le film et tout. J'ai pas spécialement aimé, mais le simple fait en fait qu'il parle de ces thèmes-là, c'est hum. super intéressant. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas. Je sais qu'il y avait eu un projet il y a quelques années de faire un parc d'attractions sur Jules Verne, carrément. Mais Ah Jules oui. Verne, c'est l'auteur, je sais plus si c'est le premier ou deuxième auteur le plus lu au monde, le plus Hum. traduit au monde Mais il n'y aussi. a pas un festival Jules Verne quelque part, il me semble. Il s'est arrêté, il a Ah bah fermé. d'accord. Ah Ouais, 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 d'accord. il Il y me a semblait que quelques j'avais années, entendu. ils ont arrêté. Ok. Et Hum, voilà, hum. il est connu mondialement, quoi. Ah, c'est dommage que tu sois pas à Hollywood, hein. Hollywood ne serait pas derrière toi parce que tu dévoiles beaucoup trop de choses Ah bah ouais, intéressantes et compromettantes. Donc, préparé à changer mon scénario et tu vois, mm, à chaque fois, mm, moi je le vois, hein, même je regarde des articles, c'est quand même un truc hallucinant. Les scénaristes qui sont à Star Wars, à chaque fois, ils sont éjectés parce qu'en mm, fait, les producteurs, ils regardent les scénarios, ils font non, non, ça m'intéresse pas, etc. Tu changes ça, ça, ça. Et les scénaristes, ils disent bah non, j'ai pas envie de changer mon scénario, c'est personnel, c'est artistique. Et bah mm, si tu changes pas, tu dégages. Donc mm, voilà, mais même dans le monde de la musique, hein, il y a énormément oui, de stars en fait qui, dès qu'ils font un morceau, etc. Non, t'abordes surtout pas ce thème et tout, tu me changes ça, mm, quoi. mm, Même des artistes, tu as l'impression en fait qu'ils sont. Tu sais, même Prince à une époque où il mettait sur sa joue, c'était écrit Slave. mm. Ah oui, Et dès qu'il apparaissait quelque part, c'était écrit pour dire qu'il était esclave des maisons de disques parce qu'en fait, il pouvait pas faire les morceaux qu'il voulait, quoi. Sans arrêt, t'avais un Gus qui disait non, tu me changes ça, quoi. ah, il a mal terminé dans un ascenseur, lui.
Et ouais. Ouais, d'ailleurs, il l'avait. Enfin, c'est un rituel parce que c'est un rituel, parce que bon, il en avait trop dit notamment sur les chemtrails, en parlant de ça. Mm. Et dans une de ses chansons, il parlait de ça, le diable dans l'ascenseur, etc. Enfin, ils l'ont. Voilà, il a été Ouais, et puis retrouvé. Mm, la fameuse boîte de médicaments avait été mm, changée. C'est-à-dire que les comprimés mm. qui étaient à l'intérieur devaient être dans une autre boîte et la boîte avait été changée, quoi. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. Ça sent un peu l'histoire de Bruce Lee, ça, comment dire, son empoisonnement par médicament. Ouais, Euh, ben, toujours ça commence à devenir un petit peu lassant parce que tu vois, Whitney Houston, c'était la même chose. Dans une mm, baignoire, soi-disant, cannée, Michael mm. Jackson, pareil, soi-disant, il aurait eu trop de médicaments. À chaque fois, c'est les médocs, tu sais, tous ces Mais tu mecs-là, sais, soi-disant, c'est l'empreinte de Big Pharma quand même, hein, quand tu vois ça. ouais. Ils ne se sont pas cantonnés aux célébrités qui ont tous fait le pacte pour réussir et arriver là où elles sont arrivées. Donc ils ont fait ça sur le grand public sans dire que c'était eux, par contre. Là, avec tout ce qu'on on subit autour de nous, ça tombe comme des mouches. Désolé de le dire, mais chez les pompes funèbres, ça cause. J'ai des gens autour de moi qui sont en train de perdre des proches, qui en ont perdu. Les sportifs Euh, aussi, hein. Aussi, oui, des jeunes aussi. Tu vois, mais ça passe totalement inaperçu Tu as comme une vu lettre à la poste. qu'aujourd'hui, il y a un pays qui a interdit les vaccins contre le Covid. C'est passé aujourd'hui. Alors, je ne Ah, sais plus je quel sais. pays c'est, Ouais. mais interdiction de commercialiser tout Mm. vaccin Covid. Ouais. Intéressant. Ouais, mais j'ai vu qu'ils cherchaient plein de gens dans des usines pour la vaccination des poussins, par exemple, tu vois. Donc, en fait, ils nous empoisonnent via la nourriture. Oui, Donc, de toute façon, nourriture. même la bouffe végétale OGMisée n'est pas clean non plus. Donc, de toute façon, tout ce qu'on respire, etc. Il va falloir se servir de cette machine à régénérer les cellules, hein. Moi, je le dis. Euh, Eh oui, non, c'est mais c'est vrai. vrai, pour se désintoxifier et passer outre leurs empoisonnements. Mais Et tu sais eux qu'il se a fait, servent des ondes, hein. Hein. il a fait plein d'autres objets. Donc, c'est vrai qu'il y a cette machine, cette grande machine, comme je te disais, avec deux panneaux circulaires. Mais Mm, il a fait aussi des colliers, des bracelets mm, qu'on peut trouver aussi un peu partout, même sur Etsy, etc. Des personnes mm. qui ont reproduit ces bracelets, tu vois, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait, pas des juxtaposeurs, mais des modificateurs de fréquence ou un truc comme ça. Oui, et puis Je tu as crois. aussi les plaques. Tu sais, il y avait un Russe Mm, aussi qui a fabriqué des plaques. mm. Je ne sais pas si tu avais entendu Oui, parler de ouais, ça, où tu les places dans ta poche, et puis mm, bah, si tu as un tel problème, par exemple, je ne sais pas, au foie, etc., bah, tu mm, gardes cette plaque pendant plusieurs journées, et apparemment, ça utilise la fréquence de ton mal pour le guérir, quoi. Euh, ouais, Fréquence spécifique. Donc, je ne sais plus combien il y a de plaques, il y a au moins une centaine de plaques différentes mm, pour chaque fréquence pour guérir en fait ton mal. Et super intéressant. Par contre, chaque plaque, mm, ça par contre, c'est scientifique aussi, hein. Ça a été mm, démontré que c'est efficace scientifiquement. Donc, très intéressant. Et par contre, mm, le prix des plaques, c'est pas donné, hein. Je crois que c'est entre mm. 90 et 100 euros chaque plaque, hein. Ah oui, d'accord. Bah, il me semble que j'avais parlé à quelqu'un comme ça, parce que un intervenant à un dîner OVNI a dû en parler. Et je crois que j'avais donné le contact, mais c'était quelqu'un en Bretagne, je crois, mais ils avaient arrêté de les produire, il me semble. Mais je ne suis plus sûr de. Je n'ai plus le nom en tête. Mais Ouais, ça ouais, moi, venait, oui, d'un russe. Effectivement, ça venait oui, d'une oui. technologie russe. Ouais. Oui, voilà, donc tout cet univers, moi je vous invite à le découvrir parce que Michel m'a fait l'honneur de parler de son film qui va sortir. Je suis le premier média, on va dire, très alternatif sur lequel il est passé, hein. Merci d'être venu chez nous sur Freedom Merci à UFO. Et toi. puis j'espère que beaucoup vivront cette aventure. Donc ce film, c'est une vraie aventure, hein. Si vous Voilà. aimez euh, à la fois le divertissement d'exploration à la Jules Verne et puis des récits qui vous donnent euh, plein d'indices sur les mondes cachés qui nous entourent. Ils ne sont plus cachés, hein, d'ailleurs, si vous penchez un peu en avant. Moi, je vous conseille voilà, pour passer un bon moment, partagez-le en famille ou avec d'autres gens éveillés ou pas réveillés même. Je pense qu'ils vont passer un très bon moment avec ce film. Voilà, je Et vous le n'hésitez pas conseille. à me faire un commentaire sur Vimeo directement, parce que je sais qu'il y a plein de gens en général, même pour Vortex, etc., qui mettaient un commentaire sur Facebook. Et si vous Mm. pouvez le mettre directement sur la page Vimeo, comme ça les gens savent à quoi s'attendre pour ce film, ça fait toujours plaisir, quoi. Mm. Voilà.
Et n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo aussi qui va sortir, j'espère, très très vite. J'espère en même temps que le film ou quelques jours après. En tout cas, longue vie à ce film, hein. J'espère qu'il va se produire peut-être même sur grand écran, on ne sait pas, prochainement. Oui, parce que là, je fais des demandes auprès du CNC. Mhm. Donc, en fait, ça se fait en deux parties, voire trois parties. Donc, la première partie est faite. Donc, la première partie, en fait, c'est que tu dois protéger ton œuvre. Donc, le film Terra Incognita 1901, c'est en fait protégé à mon nom, tu vois, c'est lié à moi. Et ensuite, la seconde partie, c'est obtenir un numéro de visa. Mhm. Et quand tu as un numéro de visa, en fait, tu peux être diffusé dans des cinémas. Mais le problème, c'est que voilà, tout ça, c'est énormément de paperasse et puis c'est payant. Donc, je n'ai pas pour l'instant les moyens Mhm. de payer l'inscription au CNC. Mais voilà, si j'arrive à obtenir assez d'argent avec les ventes, les premières ventes en français, eh ben, j'utiliserai une partie de l'argent en fait pour une diffusion après au cinéma. Et si ça marche, après, il y a un énorme travail parce que une fois que tu as ton autorisation, ton visa d'être diffusé dans les cinémas indépendants, en fait, tu dois démarcher chaque cinéma en France. Donc, je ne sais pas si ouais, j'ai un ami réalisateur hein, qui habite pas loin d'ici. Il démarche chaque cinéma indépendant en France et c'est un boulot de malade. Il m'explique que c'est terrible parce qu'en fait, en général, les patrons de cinéma, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de toi. Il faut que tu expliques ce qu'est le film. Quelquefois, ils réclament de ta présence. Quelquefois, bah, c'est des vrais. Enfin, bon, ça peut se passer très très bien ou très très mal parce que tu sais que tu as une partie qui revient des places qui revient au cinéma, une autre partie qui revient au réalisateur, une autre partie, etc. Donc lui, il a eu de très mauvaises surprises. Au tout dernier moment, tu sais, c'était réservé pour un cinéma quelque part, et puis le patron du cinéma lui a dit, ah bah non, finalement, pour ta rémunération, on va faire la moitié, quoi. Ah Alors que oui. tout le monde avait réservé pour le cinéma et tout ça, donc il était un peu obligé, en fait, d'accepter, quoi. Mais il Mhm. m'a dit, c'est terrible parce que c'est pareil, c'est un autre monde, quoi, hein. C'est une caste hein, aussi, hein, tout le cinéma. Donc voilà, je reste encore très méfiant s'il peut être diffusé au cinéma, mais voilà, avec des gens bien bienveillants, Mhm. ça me ferait du bien parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec des personnes qui font ça que pour les frics et pas du tout pour la culture, quoi. Il y a des festivals de films d'animation, il me semble aussi, non? Oui, ben, le Oui. Festival d'Annecy, qui est Mhm. le Mhm. festival mondial en fait le plus connu, hein, Mhm. Festival d'Annecy en France. Par contre, qui a lieu, je crois que c'est au printemps, Ah oui, d'accord. que je verrai peut-être Mhm. pour leur en parler, parce que bon, j'ai vu des trucs qui étaient diffusés au Festival d'Annecy. Je pense que voilà, ce film peut très bien y aller, quoi. Il y a pas de souci, quoi. Au Et début, tu sais, 19... comme c'est la première fois que je fais un film vraiment que d'animation, je me suis dit, oh là, mais je vais me faire rembarrer parce que tu as tellement des gros professionnels de l'animation qui font des trucs de fou. Puis quand j'ai vu ce qui se faisait, tu sais, quelquefois, tu as de l'animation avec un morceau d'un bout de papier, avec deux allumettes, et puis la personne l'anime comme ça, tu vois. Donc, tu dis, bon, finalement, ça va, j'arrive à maîtriser à peu près l'animation, quoi. Donc, après, c'est pas du Blanche-Neige et les sept mains. Donc, c'est pas Mhm. ultra, ultra fluide hein, comme animation. Et il y a des passages où c'est pas parfait, mais voilà, je pense qu'il a sa place dans des festivals aussi, ouais. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus clean et moins tordu que les Disney, hein. Moi, je te le Bah oui. confirme. Parce que quand tu décryptes ce qu'il y a derrière, les Disney, c'est horrible, quoi, hein, Eh oui. pour influencer les cerveaux des gamins. Il y a aussi la loi de 1901, c'était la loi du 1er juillet 1901 des conditions des associations, en fait, de liberté Oui, d'expression des associations. oui. C'est intéressant. Ben, en fait, j'ai pas pensé du tout, tu sais, quand j'ai choisi la Ouais, date. C'est toi qui m'en ouais, as parlé. J'ai dit, bah, finalement, ça tombe plutôt bien parce que mm, c'est symbolique aussi. C'est une question de mm, liberté qui est intéressante, qui est exprimée dans ce film, donc qui va mm, très bien avec, quoi. mm. C'est super. Bah écoute, encore merci, hein, Michel, Merci à toi. et bonne chance à toi pour ce film. Je pense qu'il devrait Merci. cartonner, j'espère, et J'espère. il ne va pas Frappez rester dans loin. les cartons. Il va rester dans les cartons. Non, il va rester, il va demeurer sur les écrans de nombreuses personnes. En tout cas, visionnez-le. Moi, je vous le conseille. Donc voilà, c'est un avis Freedom UFO de Margret. Allez-y nombreux et louez-le. Donc c'est à louer, hein, c'est ça. C'est en location sur Vimeo, hein, c'est ça. Alors, c'est pas en location, hein. Une Non? fois que vous l'avez Ah oui, vous d'accord. l'avez acheté, vous pouvez le relire autant de fois que vous voulez, hein, même si vous voulez le relire dans un an. Mm, Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant,
j'ai une mauvaise surprise en fait avec Vortex. Si tu veux, tu peux soit diffuser ton œuvre et la relire autant de fois que tu veux, soit la personne a le droit de télécharger ton film. Mais le problème, c'est que moi, j'ai fait ça, et parce qu'il y avait une personne qui m'a dit, ah, j'aimerais bien que tu le Ouais. mettes en téléchargement, j'aimerais le mettre sur mon ordinateur, etc. Et je dis, bah ouais, ok. J'ai coché le truc, et quelques jours après, bah, il était sur les plateformes en Russie et tout ça, donc c'est Hey. bon, quoi. Ah ouais. Donc Ouais, si vous Michel. voulez voir le film, Mm. il est en disponibilité, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez sur Vimeo. Voilà, il n'est pas en téléchargement. J'essaie de me protéger parce que malheureusement, ouais, j'ai pas envie que, Mm. parce que mine de rien, ça coûte beaucoup d'argent aussi, hein, vous savez, Avec les réaliser un film. plugins. Ouais. Avec les plugins, je crois qu'ils peuvent télécharger, mais peut-être pas de Vimeo, depuis Vimeo, je pense pas. Bah après, il y a toujours moyen, tu sais, tu as des Mm. personnes qui filment l'écran et tout ça. Bon, Ah oui. après, tu as des résultats moins bons et tout, mais Mm. bon, voilà, je suis un petit indépendant, donc j'ai essayé de tout Mm. faire tout seul. Ça m'a représenté 3 ans de travail, nuit et jour, quoi. Je fais pas partie d'un trust qui va vendre des Mm. millions de films, quoi. Voilà, ça s'adresse, vous savez très bien que ça s'adresse à une niche, quoi. Donc Mm. c'est pas pour le voir après sur des plateformes de téléchargement, quoi. J'essaie justement de me différencier des autres, des grosses productions. Alors ouais, s'il vous plaît, faites pas ça, quoi. Ne massacrez pas. Mm. Oui, bah exactement. Voilà. Donc, achetez-le et visionnez-le en famille ou tout seul. En tout cas, c'était un super moment, Michel. Encore merci Merci pour beaucoup à cette toi. émission. Et puis, voilà, Godspeed, comme on dit en anglais, pour toi et ton film, et pour la suite. Voilà. À très bientôt, tout le monde. À bientôt, merci. Ciao, ciao.